Mais en fait, on va tout de suite aller dans le vif du sujet et on va commencer par remercier la Maison du développement durable qui nous accueille et puis aussi ses partenaires qui sont Hydro-Québec et Desjardins. Donc, on a le plaisir d'être là grâce à eux. Donc, on va célébrer et profiter de cela. On va tout de suite débuter la présentation qui est donc consacrée, comme vous le voyez à l'écran, aux contraintes et aux opportunités. Donc, on va se poser la question aujourd'hui de voir comment est-ce que la pensée qu'on peut avoir sur nos modèles d'affaires peut nous amener à penser des revenus différents pour nos entreprises et des revenus qui soient des revenus dans des logiques de développement durable, donc de non seulement pérennité, mais de régénération. Et on va présenter ça très en détail. Donc moi, je suis Elsa Bruyère, je suis fondatrice de La Fabrica. Je suis Esther Dormagin, cofondatrice de Helio, conseil en stratégie durable. Et Amaury de Foresta, je suis fondateur de Tri Consulting, conseil en innovation responsable. Donc, le programme pour cette conférence, c'est celui que vous voyez à l'écran. On va donc essayer de démarrer par quelques constats, puis on va regarder quels sont les modèles de développement durable. Donc, on va revenir sur les principes de développement durable. Ensuite, on va se poser la question de savoir quand on doit être en transition, c'est quoi les éléments déclencheurs de cette transition. Il y a un gros retour, mais c'est pas grave, je vais m'habituer. On va surtout passer du temps le plus gros du temps à vous parler de modèles qu'on trouve inspirants et puis à les réfléchir. Et on aura donc un temps de questions-réponses ensuite. C'est évident que ce temps de questions-réponses, il va être coupé parce qu'on a la partie atelier qui va nous amener à les explorer beaucoup plus en détail, à la fois en ligne pour ceux qui ont décidé d'être aux ateliers en ligne et en présentiel ici ensemble. Alors, sans plus tarder, je laisse Amaury présenter les constats. Alors, on va commencer. Merci. On va donc commencer par l'instant émotion pour commencer cette conférence. Dans l'émotion, on va aller dans le positif, dans le négatif. Pour passer les diapos, c'est celui-là. Le gros, Vert. en haut. Non, le plus gros. Celui-là. Oui, okay. celui-là. Donc la question est, on a réfléchi en fait en organisant cette conférence en disant, bon bien, l'objectif c'est de travailler sur des modèles d'affaires en développement durable et la question c'est le pourquoi. On allait regarder dans notre actualité, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'actualité. Puis la première chose qui nous est venue, c'est ça, 2025, c'est compliqué. C'est-à-dire que je me vois encore début décembre sur une conférence, début janvier, pardon, dans une conférence à Québec, pour les récupérer quelques chiffres sur les prévisions économiques pour 2025. Ça parlait au mieux de 1,5% de croissance. La vérité, c'était avant les tarifs. Et donc, ça prévoyait que ça pouvait descendre à 0,5% avec les tarifs. Bon, on est dedans. La croissance planétaire, pas seulement au Canada, devrait ralentir de 0,5% en 2025. Et on parle de risque de récession. L'émotion négative, c'est dur, c'est compliqué. Et ça, c'est des chiffres qui datent du 16 avril dernier. Donc, je vous ai juste illustré les droits de douane aux États-Unis. C'est une réalité. Et puis, on le nomme, une bonne fois pour toutes, pour aller dans des émotions plus positives après, parce que c'est effectivement ce qu'on voit beaucoup, ce que je vois beaucoup sur le terrain auprès de nos clients qui commencent par me dire, c'est très bien, mais d'abord, on va faire du chiffre, d'abord, on va faire des revenus, puis après, on verra pour le développement durable. Ben, ça tombe mal parce que l'urgence est toujours là. Je pense que si vous êtes tous dans la salle aujourd'hui, c'est que j'imagine que vous êtes quand même assez sensibilisés sur le sujet. Et oui, l'urgence socio-écologique est toujours aussi forte. 13 janvier, donc c'est données-climatique.ca qui indiquait qu'on aura, a priori, on s'attend à l'année 2025 comme l'année la plus chaude, comme l'année dernière. Voilà. Donc voilà, la situation reste la même. Malheureusement, on est dans un réflexe où on réfléchit à comment est-ce qu'on va générer des revenus et donc vraiment sur un pilier économique, mais la situation reste toujours aussi inquiétante. Alors, comment on fait? Le paradigme que je voulais souligner, c'est on a un peu de possibilités. Soit on regarde au niveau de nos pays, nos gouvernements, au niveau macro, et on se dit qu'effectivement, ça devrait venir. Et puis, l'illustration, c'est que ça ne vient pas. Ça, je me suis un peu amusé, excusez-moi, c'était ce week-end. Mais ce week-end, l'administration Trump prévoit de supprimer 55% du budget. Donc, du budget, de l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA. Ils sont en train de lancer un nouveau rapport, comme le rapport du GIEC, l'équivalent du rapport du GIEC, mais pour les États-Unis. Puis, sur ce rapport, ils vont gommer toute notion de mesure. C'est pratique, du coup, ça évite d'avoir à s'engager. Bref, on reste dans les émotions négatives. Oui, effectivement, il y a beaucoup de freins à ça. Néanmoins,
Il y a aussi plein de positifs. On peut aussi décider de le faire et à notre niveau, au niveau des entreprises, et c'est de ça dont on va parler. C'est dans vos entreprises, dans vos réalités, c'est ça, dans vos organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un proverbe chinois. C'est un proverbe chinois, je vais mal le prononcer, excusez-moi, c'est les Chinois, mais Wei Ji. Wei, c'est la menace, Ji, c'est l'opportunité. Donc, c'est le thème de notre conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est dans ces phases de crise, c'est dans des phases de doute, c'est dans des phases compliquées que souvent on peut créer et développer des nouveaux modèles d'affaires. Je pense que c'est là qu'on est. Notre ambition aujourd'hui, elle est que chacun réfléchisse dans son organisation, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre en place, que l'organisation peut mettre en place pour créer quelque chose. Je t'en parlais à Chine juste avant. Mon organisation Trade Consulting, j'ai créé ça il y a un peu plus d'une année et demie. C'est parti du chaos. C'est parti de quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis pour moi, c'était l'engagement sur la lutte climatique et la lutte contre les problématiques de confidentialité de données. C'est comme ça que j'ai créé mon projet. Donc, je pense vraiment que de cette situation qui semble complexe, qui semble un frein, eh ben, on peut en faire une opportunité. Donc, l'émotion positive qu'on vous amène, et en tout cas la conférence et son contenu, c'est vraiment de se centrer sur, mais finalement, si on peut essayer de réfléchir profitabilité et durabilité, qu'est-ce que ça peut donner? Ça ressemble à quoi? Et quelles sont les actions qu'on peut prendre sur ce sujet-là? Donc, il est certain que la conférence, elle vise à s'adresser à ça, c'est-à-dire comment on peut créer des bénéfices dans cette contradiction. Quels sont-ils? Quelle est leur proportion? Donc les besoins de société, comment on les intègre? Les besoins d'attraction, les besoins d'efficacité. Chaque organisation se pose ces questions-là, hein. La réputation de notre entreprise, les investisseurs ou les partenaires financiers, c'est pas forcément des investisseurs. Évidemment, la question des coûts et de la rentabilité. Donc on a toujours des tensions. Toute organisation est un être vivant, les entreprises aussi en font partie. Et donc, l'objectif aujourd'hui ensemble, c'est d'aborder cette tension, mais du côté de la durabilité, du côté de la régénération. Évidemment, il y a des freins, on s'en doute, et donc la question que, se posent la plupart des gens: «Désolé, je sais pas, ça veut pas, ça veut pas». Peut-être ça veut pas. Non, ça veut pas. Non, ça veut pas. Ça va. Oui, regardez, ça y est, c'est bon. Magic Touch. Donc il y a des freins. Il y a effectivement, une question qui est qu'on passe par où? On commence par quoi et on se structure comment? C'est vrai que la complexité dont tu parlais tantôt ou le chaos, ça amène à devoir se poser cette première question-là. On va venir là-dessus, mais je vous invite vraiment à vous centrer là-dessus. C'est quoi le point de départ? Est-ce qu'on a essayé des points de départ et on a échoué? Et si on devait la démarrer, ce serait quoi le meilleur endroit? Donc on va essayer d'en identifier certains avec vous aujourd'hui. Mais c'est le point de notre présentation d'aujourd'hui. Amaury, je te repasse la parole. Ok. Les modèles d'affaires durables, c'est quoi? Bonne question. On a trois clés à vous présenter. On va parler d'abord de stratégie de revenus. Donc, on revient sur le point de départ. L'idée, c'est de générer des revenus. D'accord? Donc, je dirais, ça dépend, ça part un peu de vous. Encore une fois, pour l'instant, on ne vous connaît pas, là, ça part de votre organisation. Donc, c'est quoi le degré de maturité dans votre organisation? C'est quoi les motivations? Et c'est quoi les moteurs, en fait, un bout. Donc, les moteurs, c'est là où on a parlé de stratégie plutôt défensive ou offensive. Il y a différents moteurs. Dans le côté défensif, il y a beaucoup d'exemples, mais le premier exemple pourrait être ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce que je vous ai présenté avant avec les barrières tarifaires. On perd des revenus, on perd des clients. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir conserver ces parts de marché? Ça peut être, c'est un réflexe un peu naturel qui est en train de se passer aujourd'hui, on va chercher d'autres clients plus locaux ou dans les autres provinces ou à un niveau plus local. Donc on va forcer notre modèle d'affaires pour être rentable plus localement. J'ai une activité par ailleurs de coach auprès de startups. C'est évident qu'on est un peu moins arrivé sur la stratégie à l'international sous 2 ans. On va vraiment renforcer très fortement son marché domestique. D'accord? Donc, vous perdez des clients. Deuxième chose, les clients, vos clients, pardon, consomment peut-être plus exactement de la même manière. Donc, on pense assez naturellement au monde de l'agroalimentaire. Si vous vendez des produits, peut-être qu'ils vont vouloir être plus exigeants sur ce qu'ils vont acheter, sur des produits, pareil, plus locaux, je ne sais pas, bio,
Voilà, bref, donc vous êtes obligé de changer votre offre de proposition. Il y a un troisième point complètement à l'autre bout du scope, c'est le côté réglementaire. Il n'y est pas encore, mais il y a quand même des réglementations. Je pense à la filière électrique en Europe. Bon, bah, vous avez l'obligation de passer sur des moteurs électriques d'ici 2030 ou quelque chose comme ça. Bref, votre offre va changer concrètement. Vous produisez des véhicules qui sont 100% électriques. Et puis, il y a l'adaptation. On parlera. L'adaptation, c'est s'adapter par rapport à ce changement climatique. Effectivement, ça peut être c'est problématique, mais on va être obligé d'adapter son offre de service pour pouvoir proposer des nouveaux services. Puis il y a l'offensif. La manière offensive, c'est de se dire, bah, je prends la balle au bon et donc je vais créer des nouveaux services ou des nouveaux produits, une nouvelle gamme de services orientés développement durable. Donc, dans le numérique, j'évolue beaucoup dans le numérique responsable. Un de mes clients, que tu connais d'ailleurs, Merisia, ils font ça. Ils proposent de créer votre site Internet le plus éco-responsable possible. Donc, à la base, on réfléchit, on va faire son site Internet, bien sûr, on va faire ses systèmes son système TI transactionnel, ben, on veut que ce soit le plus éco-conçu possible. Ça part pas d'un besoin client. Ça part c'est assez poussif en disant, bah oui, quitte à faire un site Internet ou quitte à proposer quelque chose, on va définir qu'il soit éco-responsable dès le début. Bref, défensif, adaptatif, offensif, l'objectif, c'est de se démarquer avec le développement durable, avec l'innovation durable. Deuxième point, l'équilibre. Est-ce que les 3 P, est-ce que dans la salle, en levant la main, est-ce que vous connaissez les 3 P? Est-ce que c'est une concept que vous voulez? Oui. Ok. Plutôt pas mal. Alors, c'est assez logique, assez intuitif. Les 3 P, profit, personne, planète. Profit, générer du revenu. C'est sur ce pilier qu'on a construit toutes nos entreprises depuis toujours. Et puis, ça fait maintenant un bon petit bout de temps qu'on réfléchit en se disant ça ne peut plus être uniquement ça. Je vais citer celui que j'aime particulièrement, Emmanuel Faber, qui était l'ancien président de Danone en France, que j'ai écouté sur une conférence, a participé à la création de l'entreprise, qui disait un projet économique sans visée sociale, c'est une barbarie. Un projet social sans fondement économique, c'est une utopie, et on a besoin des deux. Bon, ben, ça me semble une espèce de réalité que tout le monde comprend aujourd'hui. Ça ne peut plus être juste la recherche du profit pour nos actionnaires. Donc voilà. Donc naturellement, il y a une question, il faut intégrer. Puis c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est pas juste générer de l'argent et puis penser après au reste. C'est intégrer intrinsèquement dans le modèle d'affaires les personnes et les planètes et la planète. Voilà. Le gros verre, Le gros verre. pas le petit verre. Le gros verre des jardins. Pas le petit verre, je sais pas qui. Donc, il y a beaucoup de modèles d'affaires qu'on a opté, mais qui sont qu'on n'a pas appelé durables comme ça, mais qui sont plutôt qui se répartissent avec certains qui sont plus circulaires, d'autres qui sont plus sobres dès le début, dès le démarrage, dès la réflexion, en fait, sur le nouveau produit ou le nouveau service. Il y en a d'autres qui ont plus une vocation à impact social, mais dans tous les cas, ce qu'on veut générer, c'est des modèles d'affaires qui ont un impact positif au niveau social, environnemental et économique. Moi, c'est ça mon combat, là. Ça peut pas être juste l'un ou juste l'autre. C'est forcément les 3 en même temps. Sinon, ce ne sont pas des modèles d'affaires qui ont une vocation d'être de durabilité. Mais on va vous en présenter plusieurs, mais quand même, on a réussi à en isoler une dizaine. Attention, patience. Le premier, souvent les termes, vous les connaissez, c'est la symbiose industrielle, la circularité des ressources. L'extrant d'un, les déchets de l'un deviennent les intrants de l'autre. Ça, c'est super chouette. On voit beaucoup dans les zones industrielles, les parcs industriels. Et puis, bon, il y a plein d'autres applications de ça. C'est pas forcément juste notre voisin. Ça peut être un peu plus éloigné. Et puis après, il y a le upcycling, le surcyclage. Ça sonne moins bien en français, mais c'est comment est-ce qu'on utilise les déchets de l'un pour les transformer, d'en faire des produits qui sont encore plus nobles. On le voit beaucoup dans le gaspillage alimentaire, les surplus alimentaires, les sous-produits alimentaires qui deviennent des produits qui sont transformés en biscuits, en gruaux, etc. Boisson. En boisson, voilà. Donc ça, c'est un peu la circularité des ressources. Après, on a des modèles de partage. De plus en plus, comment est-ce qu'on peut offrir les mêmes services, mais en se partageant des espaces, par exemple, en se partageant, mais la maison du développement durable est un bel exemple de ça aussi, quand j'y pense, là, de se dire, bah, OK, plutôt que d'avoir chacun nos grandes salles de conférence pour accueillir 25 personnes ou 50 personnes, bah, utilisons la maison du développement durable pour faire ça. Ça peut être du partage de différentes choses, mais ça peut être aussi du partage de compétences.
compétences, hein. Souvent, les OBNL, par exemple, utilisent des bénévoles qui vont faire plusieurs associations, etc. Après, l'éco-conception, je les aime tous d'ailleurs, je vais avoir du mal à dire celui-là, je l'aime plus que les autres, mais l'éco-conception, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, on veut diminuer les impacts négatifs sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, bien mieux d'y réfléchir en amont en ayant cette réflexion-là et pas de simplement de se dire, ouh là là, ça y est, j'ai des matières résiduelles, qu'est-ce que j'en fais? Non, on les conçoit, on réfléchit à son produit en amont. Ensuite, on a l'économie de fonctionnalité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau. La fonctionnalité, c'est de dire, est-ce que je peux offrir la fonction de transporter quelqu'un, de me rendre à un endroit, la fonction de me retrouver entre amis. Est-ce que je peux vendre cette fonction-là plutôt que de vendre un produit qu'il faut que chaque personne achète pour pouvoir répondre à son besoin? Le 1 pour 2, vous verrez un exemple, c'est quelqu'un en achète 2 et puis il y en a un, elle repart avec un et elle offre le deuxième. On a l'économie distribuée aussi, c'est comment est-ce que je m'assure que, mettons, j'ai un produit qui est mature, est-ce que je peux en développer une version très allégée qui permette d'être très peu coûteuse et qui puisse aider un grand nombre de personnes, mais sur une version très légère du produit. Ça, c'est aussi très prometteur, beaucoup dans les pays en développement aussi, mais pas seulement. La collaboration, est-ce qu'on peut, là, réfléchir ensemble, développer des solutions ensemble, parce que ça met moins de charge mentale et moins de responsabilité sur chacun des acteurs. Et ça, dans les entreprises, c'est très, très, très inconnu encore. Très souvent, on se dit, mais je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas les moyens. Ben oui, mais si tu te mets en lien avec des fournisseurs, des universités, etc., on est peut-être capable de démultiplier les efforts pour arriver à plus grand que ce qu'on est capable de faire individuellement. Mais tout ce qui est bas carbone, évidemment, est-ce que je peux produire des services, mettons l'ASTM, mais est-ce que je peux produire des services ou des produits qui vont faire que peut-être mon empreinte, je vais travailler à diminuer mon empreinte négative, mais c'est peut-être pas chez moi que ça va se passer, c'est peut-être chez mes clients. Est-ce que mes produits et services peuvent aider mes clients à réduire leur impact? Ça, c'est génial aussi. Tout ce qui est réglementaire, parfois c'est l'opportunité, comme disait Amaury, de dire on a une réglementation qui s'en vient, prenons l'opportunité en devenant cohérent avec la réglementation, de pouvoir innover à cette occasion-là, et puis de devenir aussi un précurseur pour nos clients qui ont besoin de se mettre en conformité avec cette réglementation-là. En le faisant pour nous-mêmes, souvent on peut l'offrir ensuite. Et puis la régénération, je vais faire un petit aparté là-dessus aussi, mais c'est de se dire, est-ce que mon produit, parce que non, tous les produits, je suis désolée, ne sont pas égaux devant l'univers. Il y en a qui sont beaucoup plus utiles que d'autres, puis il y en a qui peuvent disparaître. Voilà, disons-le très honnêtement, il y en a pour qui, je pense que c'était à peu près, il y a des études qui avaient été faites, à peu près 50% des produits pourraient disparaître et ça ne changerait rien à la qualité de vie de qui que ce soit. Donc, il y a des produits qui sont plus nobles que d'autres et la régénération, c'est de se dire, est-ce que par la conception, la production de mon produit ou de mon service, je peux améliorer, avoir des impacts positifs collatéraux aussi, et comment est-ce que mon produit ou service peut améliorer la qualité de vie globale, répondre à plus d'enjeux que ceux que sa fonction principale est destinée à laquelle elle est destinée à répondre. Voilà. Le petit bouton ici. Voilà. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modèles. Vous connaissez sûrement le business model Canvas. Qui connaît le business model Canvas? C'est assez connu, surtout dans le monde entrepreneurial. Donc, le business model Canvas, on regarde qui sont nos clientèles, etc., comment on les rejoint, quelle est la proposition de valeur, puis de quoi on a besoin pour le réaliser, comment on gagne l'argent, où on le dépense. Mais là, ce qu'on rajoute, c'est de se dire, c'est les deux dimensions, c'est le triple modèle d'affaires, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire à qui je veux servir ultimement. À quoi, tu sais, quand on vend des services pour les enfants, c'est pas eux le client. Le client, c'est les parents, mais ultimement, on veut bénéficier aux enfants puis à l'éducation des enfants. Donc, qui sont les gens, les bénéficiaires ultimes de mon produit ou de mon service et à qui je veux apporter de la valeur et quelle valeur? Parce que, donc là, on va un cran plus loin que ce qu'on fait habituellement avec un BMC. Puis après, on regarde aussi les impacts environnementaux, intrants, extrants, sur l'ensemble du cycle de vie. Puis là, on se dit, où est-ce qu'on... Ouais, puis évidemment, toujours le BMC aussi classique, et comment on dépense notre argent, puis comment on en gagne.
Mais des modèles comme celui-là, il y en a d'autres qui s'appellent aussi Flourishing Business Canvas, Modèle Canvas, etc. Le BMC responsable, sont des canevas de réflexion qui sont vraiment intéressants et vraiment qui vous amènent, qui vous obligent à vous poser les bonnes questions en fait. Donc voilà une approche. Moi, j'aime toujours les objectifs de développement durable de l'ONU. Vous les connaissez aussi, normal, j'imagine. Il y en a 17. Ce qui est intéressant dans les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est le fait que ils n'ont pas de hiérarchie, en fait. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas décider qu'on ne s'adresse qu'à l'un ou deux ou trois d'entre eux. Oui, bien évidemment, on a un impact plus important sur quelques-uns, mais on ne peut pas poursuivre ces objectifs-là au détriment des autres objectifs de développement durable. Si vous faites un produit, oui, si vous voulez vous adresser au changement climatique, vous avez qu'à fermer votre entreprise, hein, globalement, puis c'est pas ça l'idée, parce que vous allez avoir d'autres impacts collatéraux. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux utiliser ça un peu comme un référentiel, comme une checklist? Et ça aide à se dire, aujourd'hui, comment opère mon entreprise? Quels sont les impacts qu'on a aujourd'hui? Mais aussi dans mes décisions, sur quel type de... Est-ce que je peux enrichir mes décisions? Est-ce que je peux enrichir mes projets et donc mon modèle d'affaires en essayant de répondre à encore plus d'ODD que ceux auxquels j'avais pensé au départ. Donc, je trouve en termes de référentiel, de réflexion, je le trouve vraiment intéressant. Puis déjà, si vous l'utilisez, celui-là, c'est déjà un très, très bon début. Une petite notion de régénération. Ce que j'aime bien dans ce modèle-là, là encore, c'est pas un modèle de réflexion, mais c'est un modèle qui vous montre un peu où se situent les différents types de modèles d'affaires, où se situent nos activités. Évidemment, le conventionnel, on le sait, on extrait, on transforme, on jette. Bon, ça, c'est le dégénératif. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous n'avez plus du tout envie de fonctionner là, dans ce modèle-là. Après, on se dit, bah, on améliore un peu nos impacts là. Enfin, en fait, c'est pas qu'on les améliore, on réduit nos impacts négatifs. Donc, au fur et à mesure, on s'en va vers un espèce de zéro net, une notion un peu floue qui dit, bah, j'ai pas d'impact négatif ou quand j'en ai, je les compense. Bon, voilà, mon produit, il est correct. Voilà, donc, on est vraiment sur voilà, on a réduit tous nos impacts négatifs au maximum. Mais là où on commence à aller dans le régénératif, c'est quand on se dit, bon, oui, on a réduit nos impacts négatifs parce que c'est un peu un incontournable, hein, mais on veut aller vers des produits et des services qui apportent une valeur ajoutée sociétale qui sont bien supérieures à avant que le produit existe finalement. Est-ce que grâce à mon produit ou mon service, j'ai réussi à améliorer le sort des sols, des enfants, des personnes à mobilité réduite, enfin peu importe, mais de dire il y a des enjeux auxquels je réponds et pas forcément juste avec l'utilisation du produit, mais aussi dans son processus de production. Ça peut être dans l'agriculture, on en parle beaucoup en agriculture, mettons, est-ce que je peux régénérer mes sols parce que les plantes que j'exploite permettent d'améliorer la qualité des sols? Est-ce que mes techniques agricoles, et ça, peuvent permettre d'améliorer la qualité des terres arables, par exemple? On en parle beaucoup aussi en tourisme. Donc, voilà, un petit aperçu parce qu'on va en reparler dans l'atelier. Alors, on l'a dit depuis le début, on va en fait essayer maintenant d'illustrer chacun de ces modèles. Donc, on a amené des éléments théoriques de cadrage sur l'analyse de ces modèles d'affaires, où on a précisé justement comment ils pouvaient porter chacun des mots, de circularité, régénération, etc. Là, ce qu'on voulait vous présenter, c'est vraiment justement comment ça se passe, en fait, ça serait quoi les éléments. Donc, si on se dit qu'on crée des nouveaux produits ou des nouveaux services, donc on est vraiment dans la situation d'une entreprise qui existe et puis qui se dit: «Bon, ben, voilà, moi j'y vais, je me mets en œuvre, j'ai envie d'aller vers plus que du net zéro. Comment je mets ça, en action?» Alors, on est allé chercher des exemples qu'on connaît ou qu'on a traités ou que vous connaissez aussi. Donc, par exemple, on est allé chercher l'exemple d'Exo, entreprise de transport que certains d'entre vous connaissent, certainement, qui, pendant la pandémie, était en perte de revenus, hein, puisqu'il y a eu un arrêt, de l'utilisation, du bus, en grande partie et du train et qui s'est dit: «Bah, voilà, moi mes objectifs stratégiques sont la diminution de mon empreinte carbone, donc du nombre de kilomètres, réalisés par année et des émissions de gaz à effet de serre générées par mon entreprise et en même temps, j'ai besoin d'avoir, des clients».
hein, parce que c'est ça ma mission. Et puis par ailleurs, au-delà d'être ma mission, bah, c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire bien. Donc ils sont allés chercher un nouveau projet qui s'appelle le transport à la demande, qui a été déployé sur des zones pilotes, hein. Alors là, il s'agit complètement de générer un nouveau modèle. C'est pas du tout un modèle habituel parce que, bah, le bus, il passe pas toujours à la même heure, au même endroit. Les arrêts sont virtuels, il faut une application pour réserver. La définition du processus opérationnel est très différente. Les temps d'attente des bus ne sont pas les mêmes. Combien de personnes on met, c'est quoi le temps, quand on vous dit que votre bus est en horaire estimé à 30 secondes, comment je gère le 30 secondes? Voilà, je vous illustre un petit peu, mais c'est concrètement un nouveau métier, complètement, pour une société de bus qui a pas du tout l'habitude de faire ça, qui devient finalement presque une société de taxi collectif, hein, c'est un peu ça. Donc voilà, donc ils ont travaillé ce projet-là avec, donc les résultats qu'on connaît maintenant. D'abord, ils avaient un projet pilote, maintenant ils ont 5 zones déployées sur leur territoire et puis, bah, ils sont allés chercher, vous pourrez aller regarder leur bilan là, mais donc 55 000 déplacements supplémentaires qu'ils n'avaient pas, qui étaient des déplacements qui étaient perdus, qui n'existaient plus. Donc c'est très intéressant, mais surtout, ils sont allés chercher quand même une réduction de 25 de leurs, émissions de gaz à effet de serre sur un même trajet. Donc on prend un même trajet, d'accord? Et puis on arrive à effectivement mieux opérationnaliser nos bus, réduire le temps de trajet et donc faire moins de kilomètres. Voilà, donc un exemple de à la fois nouveau revenu, de bas carbone, on est plus dans de la fonctionnalité et puis dans une idée d'économie circulaire. Je te passe la balle, Amaury. Les produits écologiques, euh, à l'origine, c'est une ferme des deux frères Gagné qui ont hérité de leur ferme il y a quelques années, hérité de leurs parents. Et c'est une ferme bovine, donc ils élèvent des bovins, des cochons. Et ils ont réfléchi, je ne sais plus comment est arrivé dans la tête de François la problématique, mais qui était, bah, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de déchets qui viennent de nos supermarchés. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler sur la récupération et sur cette filière de déchets? Quand je dis déchets, attention, de produits non vendus, ce n'est pas des déchets. Il s'agit de produits non vendus, donc des fruits, des légumes. Et donc, l'idée a germé pour dire, eh bien, en fait, on pourrait faire autrement. Un autre modèle d'affaires, qui est de dire que oui, on va continuer à élever des porcs, oui, on va continuer à les vendre, mais en fait, avec ces produits qui sont destinés à la poubelle, on va les récupérer, puis massivement. Et puis, on va alimenter, du coup, nos animaux autrement. Donc, ils ont augmenté la qualité de la viande. Parce qu'ici, on est juste sur une vision purement financière, ils vendent leur porc plus cher, d'accord, sous motif d'une meilleure qualité. Et puis, le deuxième sujet était de se dire, bah, en fait, ça a tellement de succès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des camions bennes qui venaient pour déposer tous ces surplus alimentaires. Ils en avaient beaucoup trop. Et donc, il a fallu réfléchir sur comment créer une nouvelle filière, donc travailler avec d'autres personnes qui pourraient avoir à récupérer ces surplus pour les valoriser aussi. Mais donc, on est vraiment dans la question de la valorisation de quelque chose qui, à l'origine, devait être prêt pour être jeté. Voilà, donc l'histoire n'est pas terminée. Ils en sont au début de ce nouveau modèle d'affaires, donc c'est trop tôt pour dire à quel point ils ont complètement shifté. Et donc, mais la réalité, c'est qu'ils ont aujourd'hui toute une partie, j'ai essayé dans les pourcentages, je ne vais pas dans les pourcentages, mais une grosse partie de leur activité qui n'est plus réalisée uniquement par la vente de porc, mais par ce recyclage de matières premières. Ah, c'est moi qui ne l'ai pas. C'est pas grave, tu peux cliquer. En fait, le prochain, bah, c'est Cyclo Nord-Sud. Alors, il y a Rémi qui est là. Donc, on a collaboré ensemble. Et en fait, ils nous ont interpellés parce qu'ils avaient un projet pilote qui avait très, très bien marché, mais qui, finalement, avait de la difficulté à trouver des revenus. Hein, ça, c'est quand même très, très embêtant. Le métier de Cyclo Nord-Sud, c'est notamment d'être capable de mettre des gens en capacité de faire du vélo, de réparer leur vélo, donc de pratiquer le vélo, le réparer pour adresser les déplacements et la mobilité de personnes qui sont en situation éventuellement économiquement plus fragile. D'accord? Et donc, ils étaient dépendants d'un certain nombre de choix politiques. Donc, on a fait tout un travail pour se dire comment on en fait un produit. Comment on fait pour que ce qui peut paraître un projet, qui est fait ou pas fait, suivant les aléas, devient vraiment un produit, de Cyclo Nord-Sud, que Cyclo Nord-Sud va présenter en disant: «Nous, on est capable de vous mettre en place des activités comme ci, comme ça». Et donc l'objectif, et je l'ai écrit, c'était la diversification des sources de revenus. C'est pas en soi que ça augmente les revenus, c'est qu'on est moins fragile, mais par contre, on est sur une nouvelle source et ça, c'était l'intérêt. Alors,
On pourrait se dire: «Ah ouais, mais ils ont finalement, réutilisé quelque chose». Bah, d'abord, ils ont réutilisé leurs connaissances, mais c'est devenu véritablement un pilier. Ils sont capables de présenter, leur situation. Alors évidemment, c'est éco-distribué, c'est éco-conçu parce que c'est eux qui récupèrent des vélos, ont un atelier de bénévoles qui les répare. C'est du partage de connaissances, c'est de la circularité parce qu'ils font ça avec d'autres acteurs. Voilà, on est sur un modèle qui, est à la fois pérenne et extrêmement bas carbone, durable, éco-conception et cetera. Celui-là, on est allé le chercher aux États-Unis parce qu'il y en a très peu des exemples de modèles de deux pour, enfin un pour deux, deux pour deux. Puis enfin, j'ai un petit coup de cœur parce que celui-là, le modèle de Tom's, en fait, le gars qui a parti ça, il était vraiment, il voulait trouver en fait une façon. Il s'était aperçu, il avait fait de l'humanitaire, tout ça, et il avait vu qu'il y a, bon, les enfants dans certains pays, notamment là, c'est en Amérique du Sud, étaient interdits d'aller à l'école. Ils ne pouvaient pas vraiment aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas de souliers. C'est pas aussi bête que ça. Et à l'école, il faut avoir des souliers pour rentrer dans l'école. Donc il faut que je trouve une façon de monter un business qui va permettre de financer ça. Je ne veux pas faire voilà, une œuvre de charité. Là, je veux monter une business parce que c'est ça que je sais faire. Lui, il était entrepreneur. Et il s'est dit, bah voilà, je vais créer une marque de souliers qui va faire que quand quelqu'un en achète un pour lui, dans les faits, il en achète deux en réalité, puis il y a une paire. Évidemment, ça ne se passe pas dans le magasin, là, ça se passe en back-office. Mais il en achète une deuxième paire qui va aller à un enfant pour il ou elle puisse aller à l'école. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme système. Nous, on l'avait fait, par exemple, chez Elio. On est une entreprise de service et on s'est dit, bah, pour quelqu'un qui achète un contrat chez nous, pour qui on réalise un mandat, ben, on peut financer une journée de bénévolat. Donc, c'est-à-dire que nous, on met une demi-journée, le client met une demi-journée, par exemple. Donc, ça peut s'adapter à bien d'autres choses que juste des souliers. Après, ils sont allés dans les lunettes. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est basé sur un besoin sociétal au départ. Donc, ça peut aussi se faire dans vos organisations. Voilà. Donc, ensuite, il y a des impondérables. Il y a des impondérables, puis il y a des choses qui sont plus rapides que d'autres, hein. Les tarifs, c'est tout d'un coup, ça tombe. Et puis, il y en a d'autres, c'est les impacts du changement climatique, la perte de biodiversité. Tout ça, c'est des choses qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins chocs. Donc, il y en a pas mal qui, voilà, c'est des choses sur lesquelles en fait, plus on y travaille en amont, moins on a de risques de se heurter au mur le jour où le mur arrive. Parce que le mur, lui, il arrive vers nous. Et donc, si on réfléchit pas, si on commence pas à infléchir sa trajectoire le plus vite possible, ben, on risque de se retrouver vraiment la face dans le mur. Et il y a des petits exemples aussi qui sont, par exemple, les destinations touristiques sont extrêmement concernées par les changements climatiques, mais également, en particulier, les stations de ski. Vous imaginez tous pourquoi. Donc, les stations de ski, il y a des endroits aux États-Unis et en France où ils ont commencé à être très actifs parce que bah, les chiffres montrent que dans 5 ans, 10 ans, il n'y a plus de neige. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de neige, mais on n'est plus du tout capable de vivre avec un modèle d'affaires qui est basé sur le ski. Ça n'est plus possible, ou en tout cas, ça ne le sera plus dans quelques années. Donc, voilà. Et par exemple, moi, j'aime bien l'exemple de Tremblant. Tremblant, c'est pas la station qui est la plus sensible parce que la neige, les prévisions sont encore un peu plus favorables que, par exemple, dans les cantons de l'Est. Mais ils ont commencé à avoir ils sont très, très, très engagés justement sur les nouveaux modèles d'affaires, la plus grosse station au Québec. Donc, ils sont aussi très moteurs, ce qu'il y a de dire, vers les autres stations. Et j'aime bien l'approche qu'ils ont à vouloir offrir une destination. C'est-à-dire que si bientôt, enfin, puis déjà aujourd'hui, vous allez dans une station pour faire du ski, ben, 3 jours sur 7, la station n'est pas ouverte ou les conditions sont mauvaises. Ben, qu'est-ce que la région vous offre? Et là, il y a toute cette réflexion que commencent à faire les stations pour développer des offres qui sont beaucoup plus régionales voilà, donc avec différentes activités. Bon, notamment, évidemment, il y a le vélo, mais là, le vélo de montagne, on commence à être à saturation d'endroits pour faire du vélo de montagne, mais il y a toute l'approche. À Tremblant, il y a quelque chose comme 40, ils sont le hub, en fait, d'une quarantaine d'activités qu'ils peuvent offrir à leur clientèle.
Donc ça, c'est très intéressant. Puis après, j'aime bien aussi quand on développe des services pour l'inclusivité. Et ça, c'est aussi assez nouveau. Donc là, on reste sur le ski, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. C'est les stations de ski ont développé en partenariat avec, bon, il y a une fondation canadienne des sports adaptés. Il y a aussi Kéroul, qui est un organisme super au Québec, qui travaille sur l'accessibilité universelle des endroits, des lieux. Donc là, bon, en l'occurrence, il travaille avec les stations de ski pour développer toute une offre de ski adaptée. Et ça reste assez nouveau, donc je trouve ça intéressant. Mais aussi, ils ont des offres, il y a des stations dans lesquelles ils travaillent avec des hôpitaux où ils font venir, ils mettent la station voilà, accessible pour des enfants ou des personnes qui ont des enjeux de santé mentale et qui viennent pour se rapprocher de la nature, faire de l'activité physique, etc. Donc ça, c'est des beaux exemples aussi dans les destinations touristiques. Si. Alors, autre inspiration. Je vous amène un petit peu ailleurs. N'oubliez pas, hein, l'objectif de tout ça, c'est que vous puissiez penser, vous, à des modèles qui vous inspirent dans la diapo avec les 10 modèles d'affaires. L'économie de la fonctionnalité dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, l'idée est vraiment de réfléchir autrement. L'idée est non plus de réfléchir sur du volume, un nombre de produits que je vais vendre, ou sur le produit lui-même, mais sur sa fonctionnalité, sur son usage. D'accord? Donc, il y a un exemple sur lequel je ne pouvais pas passer à Montréal, c'est Communauto, que tout le monde connaît. Donc, Communauto est quand même la première entreprise d'autopartage. D'accord? Donc, ça fait 30 ans, 31, ils ont été créés en 1994, qu'ils existent. On est vraiment dans une autre idée. C'est qu'on n'a plus besoin de détenir sa voiture, on va facturer un client en fonction d'un kilomètre parcouru. Donc, vous êtes vraiment dans l'usage. Ça marche bien. Qui utilise Communauto? Ok, on est peut-être au-dessus du 12%, j'ai l'impression. Donc, 12% des Montréalais utilisent Communauto. Il y a plus de 170 000 utilisateurs au Canada. J'ai eu un peu du mal à avoir le vrai chiffre. Mais bon, les dernières données que j'ai trouvées, c'est 100 millions de dollars en 2023. Bref, tout ça pour dire que c'est un modèle qui est éprouvé, depuis plus de 30 ans. Donc on peut vivre avec ça, se développer. Ils se sont développés à l'international, ils sont à Paris. À l'inverse, moi, ça c'est mon interprétation, je crois qu'ils n'ont pas une volonté qui est poussée par le P de profit, malgré par-dessus tout le reste, puisque sinon, depuis 30 ans, ils se seraient développés bien plus grand et bien plus vite. D'accord? Peut-être certains étaient au sommet du climat aussi la semaine dernière. Non? Oui. Eh bien, au sommet du climat, Communauto était partenaire. Et donc, le sommet du climat, c'est un bon moment pour que chacun vienne en fait énoncer, afficher des engagements. Donc, eux, leur engagement était de dire, on est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on va préserver ce modèle d'affaires. C'est-à-dire que le propriétaire va partir à la retraite dans quelques années, et plutôt que d'arriver face au mur, il dit, ben, je vais anticiper ça. Et leur modèle de réflexion, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une structure, un statut qui va nous permettre d'être certain de garder cette mission qu'on a. Et donc, ils réfléchissent, j'ai noté ça, ça s'appelle une fiducie d'utilité sociale. Tout à fait. Voilà. Je ne connaissais pas la fiducie d'utilité sociale. Peu importe, le sujet est bien de se dire, en fait, ce qu'on veut, c'est être durable dans notre modèle d'affaires. Donc là, cet exemple de Communauto pour moi, donc c'est bien l'économie de la fonctionnalité. Vous ne vendez pas une voiture, vous vendez l'usage de la voiture. C'est comme Michelin qui ne vend plus des pneus, ils vendent des kilomètres parcourus avec des pneus. Bon. 2, ça marche, ça fait plus de 30 ans qu'ils fonctionnent. 3, ils veulent être vraiment exemplaires et donc changer leur modèle d'affaires pour que leur statut, pardon, pour que ce modèle d'affaires puisse être pérenne. Encore une autre inspiration, et on avance en maturité. Donc, réfléchissez dans quelle mesure vous êtes capable d'accompagner, pour le coup, peut-être vos clients là-dessus. Il s'agit de monétiser des économies. Est-ce que je suis capable auprès de mon client de lui générer des économies et donc de me rémunérer là-dessus? Là, je pense à Lemay, le cabinet d'architectes, un client que j'accompagne depuis plus d'1 an et demi, à quoi ils ont intégré une entreprise qui s'appelle Fusion Énergie, qui a plus de 30 ans. Daniel a monté ça il y a 30 ans. Et Fusion Énergie, ça fait quoi? C'est une solution logicielle qui permet de mesurer et piloter la dépense énergétique d'un bâtiment. Donc, ça vient se connecter avec des systèmes de contrôle dans le bâtiment pour gérer votre climatisation, votre lumière, etc. À partir du moment où ils contrôlent, eux, leur métier, c'est de le piloter dans une promesse de réduire de au moins 30% d'économie. 30% d'économie à la fin de l'année, c'est quand même beaucoup. Le modèle d'affaires sur lequel ils sont en train de réfléchir maintenant est, plus qu'offrir des économies, je vais, moi, Fusion,
me rémunérer sur la réduction d'énergie et donc sur la réduction de carbone réduit. D'accord? Donc, on arrive quand même sur un modèle qui est un petit peu plus abouti, c'est à dire, oui, non seulement j'identifie des gisements d'économie, mais en plus, j'en fais un modèle d'affaires sur lequel je vais me rémunérer. Et la transition est toute trouvée pour le suivant, dans le même domaine, la Sofiac, qui est une entreprise de financement, vous avez Desjardins et quelques autres bailleurs de fonds derrière. Donc, leur objectif, c'est de financer la décarbonation du bâtiment. Donc, c'est la même idée. Pour un bâtiment, je vais être capable d'identifier quels sont les gisements d'économie et donc de réduction d'empreinte carbone. Et donc, je vais me financer sur ce modèle-là. Donc, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que vous avez votre facture avec une année de référence. Et chaque année, vous regardez votre facture, puis ça dit que ça fait moins 30, moins 40, moins 50%. Et bien, vous prenez un bout de ça. Je n'ai pas le bout de la magie, je ne sais pas quel pourcentage, mais vous prenez un bout de ça. D'accord? Donc, c'est des modèles qui se construisent avec du temps. Il faut en fait avoir de la donnée, il faut pouvoir générer et puis être certain, parce qu'il faut être quand même assis en disant bah, je ne vais pas perdre de l'argent, donc il faut pouvoir avoir un peu de retour d'expérience. Mais voilà des modèles qui me semblent très pertinents, sur lesquels on travaille sur, encore une fois, de la réduction de l'empreinte carbone. Je vous amène un tout petit peu ailleurs, dans un modèle qui là aussi me semble assez évolué, et puis dans un domaine qui est pour le coup sur lequel c'est souvent un peu compliqué de réfléchir, c'est pas un produit. Norcy, c'est une firme de service. C'était de placement en informatique. Donc, ils font des projets en informatique, ils sont en France. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ils ont développé ce qu'ils appellent la perma-entreprise, hérité de la permaculture. Au passage, il y a un livre là-dessus, je vous inviterai à le lire, qui est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est le management tourné sur l'humain. Donc, il s'agit de travailler sur prendre soin de ses salariés et de son écosystème, en interne et en externe. Donc, déjà, diversité homme-femme. Ça peut être basique, mais dans les technologies, ça fait 20 ans que je travaille dans les technologies, naturellement, c'est un peu difficile. Bon, ils y arrivent. Donc, il y a au moins 50% de femmes dans leurs effectifs. Le bien-être au travail, c'est une entreprise qui a mis en place le télétravail bien avant la Covid, depuis 2015, basé sur un contrat de confiance en disant, en fait, faites votre projet du moment que vous livrez. Ce qu'on comprend en fait tous maintenant, mais qui à l'époque paraissait un peu bizarre. Et puis, autre exemple sur le management tourné sur l'humain, c'est sur un programme, une école de formation. Donc, l'école de formation, vous me direz, je travaille avec HU, par exemple, chez Cofomo, je pense que c'est assez classique, on propose de la formation à nos collaborateurs. Bon, pourquoi? Parce que ça a de la valeur pour l'entreprise, parce que si vos collaborateurs sont formés, ils vont faire de la qualité, et donc on va pouvoir facturer nos clients, voilà. Mais plus que ça, l'idée de cette école est de dire, je vais augmenter vos connaissances et donc votre valeur sur le marché. Partant d'un constat que le sujet, il n'est pas forcément de vouloir retenir absolument ces ressources. Oui, on les retient le plus longtemps possible, mais une activité de service, c'est évident que les gens partent à un moment. Donc, on va quand même beaucoup plus loin qu'est de dire, on va vous aider à avoir de la valeur sur le marché pour que quand vous quitterez, vous puissiez trouver un travail et que ça ne pose pas de problème et que vous ayez une meilleure valeur. On est quand même dans une logique qui est un peu plus aboutie. On n'est pas en train de dire il faut absolument garder ces gens. Et non, on va faire un bout de chemin le plus long ensemble, mais on est assez conscient qu'il y a un moment où on se quittera, puis mieux vaut qu'on prépare et qu'on fasse ça bien. Deuxième chose, préserver la planète. Alors, pour une activité de service, préserver la planète, c'est quoi? C'est assez classique aussi, la réduction des déplacements. Donc, ils ont réduit de 60% les déplacements de tous leurs consultants chez leurs clients. C'est de l'éco-conception. Alors, dans le numérique responsable, c'est ça. Ils sont choisis par leurs clients parce que dans leur méthodologie de développement logiciel, c'est de l'éco-conception de base. Voilà. Et puis, ils ont d'autres actions tournées autour dans leur environnement, dans leur écosystème. En fait, comme c'est une entreprise assez démocratique dans sa gouvernance, les employés ont décidé que ce qu'ils voulaient, c'est de se rattacher à la nature, et donc ils ont développé des projets en interne de potager ou autres, ils replantent des arbres, etc. etc. D'accord. Allez, j'arrête avec la planète. Le dernier exemple, et puis j'arrête, le troisième, c'est se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Donc là, encore une fois, on vient frapper dans le premier P, qui est le profit. Ça dit bien que l'entreprise dit que dans leur mission n'est pas de faire... leur mission n'est pas premièrement de faire du profit pour l'actionnaire, mais premièrement de faire un projet d'entreprise avec les salariés. Ce qui veut dire que concrètement, c'est une équité salariale entre les hommes et les femmes, de base déjà.
C'est ce qu'on retrouve, il y a quelques idées comme ça qui sont débattues, attention. C'est un ratio entre les salaires les plus élevés et les moins élevés. Donc, entre le salaire le plus élevé de l'entreprise, peut-être que c'est le directeur, j'en sais rien, ou un directeur de projet, et puis la ressource la moins qualifiée, il y a une échelle de 1 à X, je ne sais pas, ça leur appartient. Mais donc, ils ont mis ça en place. Voilà, il y a plein d'autres idées. Mais donc, bref, je l'amenais là, puisqu'on est vraiment dans un modèle, en fait, qui est plus loin encore, je dirais, dans l'échelle de maturité. Aujourd'hui, ce dont on réfléchit, c'est comment est-ce que je génère du revenu en étant aligné avec les enjeux de planète et donc les enjeux de développement durable. Là, on est vraiment dans un modèle d'affaires où, en fait, les 3 P sont intégrantes profondément du modèle d'affaires. Voilà. En Et fait, voilà. voilà. On vient de vous présenter effectivement plusieurs exemples qui illustraient cette diapositive-là, c'est-à-dire celle qui veut bien, Ouais. voilà. Celle où on a choisi un certain nombre de modèles d'affaires. Encore une fois, modèles d'affaires dans le sens où ils ont une incidence, c'est-à-dire que les clients qu'on vise, les modèles opérationnels nécessaires à ces clients et à cette offre et les modèles de revenus ne sont pas les mêmes suivant, et la mécanique entre elles n'est pas la même suivant qu'on choisit d'être en économie distribuée ou en éco-conception. Tout de suite, on entend que dans les deux cas, c'est durable, mais ce n'est pas forcément du tout une mécanique identique à maîtriser et mettre en œuvre. Donc, on a illustré ça avec plusieurs exemples qu'on avait, nous, ou qui nous inspirent, qu'on aime. Mais à partir de maintenant, l'idée, ce serait plutôt, en fait, de vous donner la parole. J'arrive pas, voilà, à revenir là-dessus. Et à vous demander de la rétroaction. Avez-vous des questions sur ces modèles? Sont-ils clairs? En avez-vous d'autres que vous aimeriez énoncer pour terminer cette conférence? Sachant que nous en allons tout à l'heure, donc vers 15 heures à peu près, en atelier sur ce même contenu. Mais avant que de conclure, on a un petit 10 minutes pour pouvoir échanger. Et d'ailleurs, je pourrais aussi prendre le micro. Parce C'est que parti. sans le micro, les gens en ligne ne vous entendront pas. Poser des questions. Je ne sais pas. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, mais s'il y en a, effectivement, on peut les prendre, mais moi, je ne les vois pas. Toi, tu les vois? Bon, parfait, il n'y en a pas. On nous dit derrière que la dame avec le casque nous dit qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes tout ému autant que nous? Non. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux indicateurs, comme par exemple mesurer le bien-être? Est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce qu'on a besoin de développer des nouveaux indicateurs? Je pense que j'ai une réflexion peut-être à partager. Il y a besoin de s'arrimer à des indicateurs de plus larges aussi. Il y a, oui, des nouveaux indicateurs parce qu'effectivement, on veut mesurer le bien-être des gens qui utilisent notre produit, notre service, mais il y a aussi le fait de se rattacher, pour pouvoir avoir un vrai impact, de se rattacher à des indicateurs sociétaux aussi. Et de se dire, bah, OK, moi, mettons, il y a tant d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans la ville de Montréal ou dans la ville de Sherbrooke. Qu'est-ce que je peux faire si moi, ma compétence, elle est arrimée à ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de le faire, de contribuer à ça? Donc, je trouve que oui, pour nous-mêmes, d'avoir des indicateurs, mais aussi de se dire à quels indicateurs sociétaux on répond. Je trouve que ça, c'est important également pour s'assurer qu'on est en ligne avec des vrais besoins de société. Puis peut-être ajouter là-dessus, il pourrait y avoir des nouveaux, bien évidemment. Puis allez-y, s'il vous plaît, donnez toutes vos idées. Deuxième chose que je voulais ajouter, en fait, vous allez en mixer plusieurs. Ce n'est pas forcément un indicateur ou un modèle d'affaires. Certainement, vous allez pouvoir en mixer plusieurs. Troisième chose, je pense que ça dépend, ça va pour n'importe quel type d'entreprise, d'organisation et de taille. Que vous soyez une start-up sur laquelle vous êtes en train de réfléchir sur votre BMC ou que vous soyez une grande entreprise sur laquelle vous réfléchissez sur qu'est-ce qu'on peut faire ou lancer un nouveau produit ou adapter notre compte. Bref, quoi que ce soit, ça vaut pour tout le monde. Je dirais peut-être en réponse à ça, c'est que indicateurs existants, nouveaux indicateurs, ça prend quand même à la base une intention. Je pense que c'est là-dessus. C'est d'identifier dans vos entreprises des gens qui ont l'intention une motivation A, une intention, oui, pour pouvoir
passer à l'action. Parce que tout le sujet, il est là, c'est le passage à l'action. En fait, j'aurais voulu éventuellement que tu précises un petit peu, quand tu disais des nouveaux indicateurs, tu veux dire au sein d'une organisation ou en général en développement durable? Au sein d'une organisation? OK. Je compléterai, le point en disant 2 choses qui sont issues, du métier que je fais aussi par ailleurs, qui sont, la question de la gestion d'équipe en situation d'innovation ou de complexité. On a l'habitude de travailler notamment, tu l'as certainement entendu, sur des questions de rétroaction. La rétroaction, récurrente permet de créer des indicateurs à une équipe sur son bien-être. Donc ça, c'est un premier élément et c'est souvent plus pertinent que l'équipe elle-même ou l'entreprise génère par elle-même ces indicateurs parce que souvent, ils sont quand même assez propres à la structure. C'est ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mesurer, des échelles plus grandes ou des référentiels. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des référentiels, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'indique qui va avec, c'est qu'il faut qu'il y ait une récurrence. C'est-à-dire que ce type d'indicateur-là, il nécessite qu'il y ait une inspection chaque semaine, idéalement. Mais après, si c'est moins que ça peut être moins que ça. Mais voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a quand même des outils qui existent déjà. Je pense à Gsoft, qui a une application qui permet de mesurer de façon anonyme et en permanence un certain nombre des caractéristiques de bien-être d'une équipe et des individus qui composent cette équipe. Donc, il y a des solutions qui existent en ce moment. Sur ce qui est des référentiels, il y a aussi ce juridique qu'on connaît très bien, qui sont très bien documentés par la CNESST, hein, qui a fait un document très clair sur le bien-être au travail, c'est quoi. Donc, voilà, ces référentiels-là existent et à mon avis sont déjà beaucoup de choses. J'ai peut-être échappé si ça a été dit dans les modèles d'affaires, mais pour avoir croisé beaucoup l'industrie agroalimentaire il y a une dizaine d'années, j'ai beaucoup assisté à de la coopétition. Et ça, c'est pas souvent utilisé par d'autres industries, mais c'est vraiment franchement inspirant de les regarder aller à se partager des vannes pour ramener du stock quand ils sont à moitié pleins avec des compétiteurs. Et sincèrement, ça optimise et les résultats et les opérations et les profits. C'est vrai qu'on ne l'a pas appelé comme ça, mais il y avait 2 modèles où on avait dit, ben, collaboration, puis la mutualisation aussi. Alors il y a effectivement, ça se retrouve, pas mal, ouais. Le réflexe, il n'est pas spontané avec la compétition dans la collaboration. Vraiment, absolument. Souvent, on a une lunette qui nous dirige vers ce qui est organique, vers ce qui est facile, vers les gens qu'on connaît. Mais quand on veut vraiment sortir de la zone, puis vraiment se challenger, travailler avec la compétition, c'est vraiment utile parfois. Oui. Bah, c'est la logique des grappes notamment et des consortiums, hein, qui en général, dans un consortium, essayent de générer à la fois des modèles de produits et de revenus communs entre fournisseurs et clients. Oui, très bon Question en modèle. ligne, Ah, oui. Quelles sont les aides gouvernementales pour faire une transition durable? pour toi, ça. Ah, c'est pour moi. Non, c'est pour Non, Esther aussi. ok. Bon, il y en a une que vous connaissez certainement qui s'appelle Éco-Leader, je pense, par le FAQDD, le Fonds Ben, d'action. un petit point sur le fonds Éco-Leader. Aujourd'hui, l'enveloppe qui est en cours de, voilà, dans laquelle voilà, il n'y a pas de limite, on peut proposer des projets, elle est ouverte finalement depuis assez peu de temps, c'est pour 3 ans. Elle est destinée à mettre en place des pratiques qui vont avoir un vrai impact environnemental. Donc, on n'est pas sur toute la partie analyse en amont. Il faut déjà avoir fait cette analyse-là, puis se dire, OK, c'est vers là que je vais et mon projet va permettre d'avoir des bénéfices environnementaux. Donc, c'est ça, le fonds Eco-Leader est effectivement le meilleur endroit, mais il faut pas partir d'une page blanche du tout. Non, après, vous pouvez toujours travailler sur des projets de recherche avec Prompt parce qu'il y a notamment dans les premiers niveaux de financement qui sont donnés, c'est des financements de type revue de littérature, etc. Alors, ça ne permet pas de faire des analyses du cycle de vie, mais enfin, ça permet d'explorer quelles sont les façons de mettre en œuvre. Donc, si on veut repenser l'ingénierie d'un produit, ça permet effectivement de faire ça. Qu'est-ce qu'on avait identifié? Dans le du FAQDD, il y a l'autre volet du fonds
fonds Éco-Leader qui est plus sur les technologies propres. Ouais. Donc, si vous voulez mettre en place une technologie, ils ne vont pas financer l'acquisition de la technologie, mais toute la partie en amont de comment on prépare l'organisation à accueillir cette technologie, comment on l'adapte. Donc ça, c'est les deux volets aussi. Et puis Investissement Québec après, mais c'est ça, c'est que souvent, donc il y a beaucoup d'investissements en fait. Si vous voulez aller chercher de l'investissement, enfin pas de l'investissement, oui de l'investissement ou alors du prêt, ça va être, c'est de plus en plus facile, ouais, vraiment. Et puis après, il y a des appels à projets par industrie, qui peuvent être intéressants. Il y a aussi les créneaux accords industriels qui, par exemple, vont attacher du financement. En général, ils vont attacher 50% de financement pour des projets qui regroupent plusieurs entreprises de leur secteur. Donc, il y en a un certain nombre qui ça. Il y a aussi les SADC qui permettent d'accéder à du financement. Donc, les sociétés je sais jamais leur nom. Merci beaucoup. D'aide au développement des collectivités. Je me perds dans les acronymes. Donc, effectivement, c'est une source de financement de projet également. Puis les synergies Montréal aussi, hein, l'équivalent des CLD, là, mais je vous inviterai aussi à voir le retour sur investissement, parce qu'on parle beaucoup de coûts, de dépenses, ça a l'air gros, etc. Mais essayez de calculer le retour sur investissement que vous essayez d'en obtenir aussi. Parfois, vous pouvez faire des économies financières immédiates, hein, on réduit sa facture d'énergie, bon, c'est assez facile à calculer. Parfois, ça se mesure en réputation, parfois ça se mesure en mobilisation, en attractivité, il y a d'autres choses. Donc, essayez aussi de voir un peu plus long terme et de voir la notion de retour sur investissement un petit peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, parfois, il y a des choses qui s'autofinancent assez vite. Je voulais juste ajouter un complément d'information sur les entreprises collectives, donc Coop et OBNL. Il y a tout un écosystème de soutien avec notamment la coopérative de développement régional du Québec et encore le réseau des pôles d'économie sociale qui sont partout au Québec, qui sont vraiment les portes d'entrée de toute entreprise collective. Ouais. Puis ensuite, elles pourront vous diriger vers des fonds comme par exemple le fonds risque qui travaille actuellement sur un outil de mesure de l'impact social des entreprises, parce qu'on n'est pas dans un ratio financier. Hein, si on sauve une entreprise, que ça crée de l'emploi, qu'il y a des familles qui restent, ou si notre entreprise collective est suffisamment attrayante pour qu'il y ait 7 médecins qui décident de s'installer dans la région parce qu'ils aiment ça le plein air, puis qu'il y a une entreprise collective qui offre du plein air, c'est quand même des retombées considérables. Voilà, merci. Voilà des beaux nouveaux indicateurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires ou ajouts ou... Merci. Une question pour vous. Est-ce qu'il existe présentement un modèle où il y a une espèce de portail citoyen où on intègre les transports en commun en collaboration avec les villes et, par exemple, comme une auto, on parlait tantôt là, donc, est-ce qu'il existe un endroit où les citoyens peuvent se retrouver et optimiser l'offre de services qui existe au niveau des transports en commun, finalement? Qu'est-ce que tu veux dire par optimiser? Ou Parce c'est utiliser ou trouver quel est ton savoir. cocktail transport pour te Voilà, rendre d'un point A au exactement. point B, Donc, c'est tu ça? peux, par exemple, avoir un partenariat avec comme une auto et une ville en particulier où ils pourraient créer un portail pour le citoyen pour avoir accès à des cartes de services qui pourraient être disponibles pour le citoyen dans la ville en particulier ou dans d'autres villes dans lesquelles ils sont présents. C'est un excellent point. J'en connais La pas. réponse, c'est un beau projet. Je vais t'accompagner là-dessus. Peut-être qu'il y en a certains qui en connaissent. Voilà. J'aimerais ça présenter un modèle. C'est pas un modèle d'affaires, en quelque sorte. Oui. Ben, tout ce qui touche le transport, je vous invite à aller voir la Coop Carbone qui a un incubateur dont le nom m'échappe, là. Mobi, c'est ça. Donc, et puis Mobis, MOBIS. c'est ça. Et c'est la Coop Carbone qui est vraiment le spécialiste du transport qui pourra vous amener vers les bons liens, là. Mais je sais qu'ils ont plein de projets pilotes qui soutiennent. Alors, il y a des outils complémentaires à ça. Il y a, par exemple, les CGD, les centres de gestion des déplacements qui font notamment des plans de mobilité pour les employeurs.
Il existe des différents sites internet en région qui s'appellent les Embarque quelque chose, où vous pouvez effectivement permettre de faire visualiser à vos citoyens l'ensemble des offres de transport sur un territoire. Et c'est un outil qui est open source, Embarque. Ouais. C'est né en Estrie, puis c'est en train d'être généralisé un peu partout au Québec. C'est les conseils régionaux en environnement. Ensuite, qu'est-ce qui existe? Il existe un planificateur à la Fabrique des mobilités. Vous pouvez aussi utiliser des solutions technologiques comme Transit, qui vous aident à intégrer des solutions de transport assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, bref, il y a quand même tout un écosystème fort riche sur ce genre pour répondre à votre besoin. On peut en parler plus encore après. C'était toi qui voulais intervenir. Vous avez présenté d'excellents exemples de modèles d'affaires. Un qui mérite à être connu, c'est Partage Club. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là, mais ce modèle-là peut se répliquer dans d'autres contextes. Moi, je l'ai intégré dans ma vie et maintenant, si vous avez besoin d'une drill à percussion, c'est moi qui vais vous la prêter. Tout à fait. Je peux inviter tout le monde à utiliser Partage Club, je suis tout à fait d'accord, c'est une superbe application. Et moi, ce que j'aime derrière ça, parce qu'il faut réfléchir sur le modèle, sur comment est-ce qu'ils font de l'argent, là, mais que quand même concrètement, ça part d'une idée du bon sens, en disant en fait, on n'a pas besoin d'utiliser ça tous les jours. Voyons. Voilà. Mais et puis là, le modèle d'affaires, parce que par contre, il est basé beaucoup plus sur des partenariats avec des entreprises ou des écosystèmes. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui rémunère pour ce service-là, parce que le citoyen, c'est complètement gratuit, en tout cas à date, là, je crois. Bon. Non, tu payes. Tu Tu payes un Ah, ok, abonnement ok. pour accéder D'accord. à. Ok, je pensais que c'était complètement gratuit, mais il y a aussi là le modèle d'affaires, les partenariats avec les entreprises et puis la publicité, je ne sais pas s'ils ont embarqué là-dessus, mais et c'est ça. Là, il faut qu'il y ait multiples sources de revenus pour ce genre de choses, mais ça se fait, ouais, tout à fait. C'est du premium, en fait, du freemium aussi, hein, une version. Il y avait un peu de gratuité sur l'exemple de Desjardins. OK. Donc, pour Partage Club, il y a 2 semaines, peut-être il y avait un code de gratuité pour tous les membres des jardins. Bah, voilà un nouveau partenariat Voilà. qui aide à financer. Je vois qu'il est 14h35 et donc, sauf si je me trompe, nous serions rendus à un moment de clore en fait cette conférence. Surtout pour les gens en ligne, en fait, qu'on pourrait saluer, parce que nous, ici, dans la pièce, on ne va pas tellement se saluer, on va juste prendre une pause, puis même pour les gens en ligne. Donc, on va s'arrêter pour un bon 30 minutes jusqu'à 15h, c'est ça, hein, Michel? Ouais. Et puis, en ligne, pour ceux qui font l'atelier, bah, vous allez démarrer ça avec Johanna qui va vous faire démarrer ce travail-là. Et puis, nous, ici aussi, on a un 30 minutes pour prendre un rafraîchissement, échanger et se mettre en travail sur toutes ces belles inspirations, surtout comment on les met en œuvre. Donc, comment chacun de vous va pouvoir choisir un modèle et se dire, bah, ce modèle-là, moi, je suis capable d'essayer de planter des premières actions. Ça peut être en étant en accompagnement, comme on le disait tantôt. Et puis, si c'est en accompagnement, bah, comment vous le monétisez. Puis, si c'est dans votre entreprise, ben, comment est-ce que vous pourriez en faire un modèle de revenu qui soit soutenable et intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre attention jusque-là. Gardez bien toutes ces idées en tête. On les utilise pour la prochaine heure et demie d'atelier. Merci.